Et tu en souffres, il te manque? Il m'a manqué pendant longtemps. Je lui ai demandé de changer. Mais en fait, il est incapable de se remettre en question. Et tous les souvenirs, tout ce que je lui reproche de mon enfance, en fait, il dit que je l'invente. Il dit que c'est pas vrai. Aujourd'hui, dans Safe Zone, j'ai la chance de recevoir une jeune femme qui est douce et engagée. Avec plus d'1 700 000 followers sur TikTok, elle met sa notoriété au service des causes qui lui sont chères, comme le bien-être animal. On va l'accueillir tout de suite, justement, avec son fidèle compagnon. Ils sont inséparables. C'est Oli et Monday dans Safe Zone. Il y a toujours un invité qui n'arrive pas à ouvrir. Et c'est pour toi. Salut Oli. Bonjour. Bonjour. Je peux dire d'abord bonjour à Monday alors. Bonjour. Bonjour. Enchantée. Enchantée, je suis très contente de te rencontrer. Moi aussi, je suis très contente. J'adore les Belges en plus. Ah ouais? Ouais, je sais pas, je trouve que vous avez quelque chose de fantaisiste, de nature, d'authentique. Ah ouais. Et en plus, j'adore les chiens. Et lui aussi, il est belge. Il est oui, voilà. Il a quel âge aujourd'hui, Monday? Il a 6 ans. Ça va trop vite. Mais pourquoi? Parce que ça a quoi comme espérance de vie à cet âge-là? J'allais dire cette race-là. 15. Bon, t'es large. Ouais, mais même. Genre, en fait, je suis comme une mère. Donc, je me dis, on est bientôt sur la moitié de la vie. Calme-toi. Donc, t'es déjà nostalgique de quand il était petit, ouais, chiot. Bienvenue oui, dans le monde des mamans, en effet. Je suis très contente de te rencontrer. J'ai très envie de te faire des... Alors, bien, tu peux dire, bonjour. Tout le monde peut dire bonjour à Oli. C'est ta safe zone. Ça veut dire qu'ici, on va parler que de choses toutes douces et on va passer, j'espère, un bon moment ensemble. Mais c'est toi qui vas commencer par me faire découvrir un peu ton histoire à travers des objets que tu m'as apportés. Je crois même que Monday va nous apporter un objet. Il n'en a rien à faire de moi. Je sens qu'il ne se passe pas un espèce de... Mais si je le mets par terre, là, il va aller partout. Bah, vas-y. Ah ouais, attends. Monday, vas-y, lâche-toi. Tu vas regarder? Bah, voilà. Alors? Mais qu'est-ce qu'il est hyper sage, ce Tu chien. vas regarder? Regarde là-bas. Il y a quoi là-bas? Eh ben voilà, il va vivre sa vie. Et nous, on s'installe? Oui, bien sûr, Allez. merci. Oh, mais j'avais pas vu les crocs de dingue. Mais t'as vu? Alors, tu Attends. sais que moi, l'été dernier... Vas-y, montre-moi. Je J'ai peux montré la souplesse, là. Oui, j'allais te les retirer. Regarde, incroyable. Alors, tu sais que l'année dernière, je suis partie aux États-Unis et j'ai fait une story parce que ma belle-sœur adore ça et j'en avais mis avec des pincées personnalisées Ouais, au-dessus. j'adore. Et tout le monde s'est moqué de moi. Ah ouais? Et moi, je trouve qu'il n'y a pas plus confortable. Et je les connaissais pas avec la fourrure. Moi, j'adore. Tu vas me faire découvrir un petit peu ton histoire à travers des objets que tu m'as apportés. Ouais. Je te laisse me sortir ton premier objet. Alors, suspense. Ouh, suspense. Quelque chose me disait que ça allait forcément être un objet raccord avec ton chien. Viens, Monday, regarde. Tu sautes ici. Attention, fais le tour. Ouais, fais le Viens tour là. parce que tu vas te... Voilà, et maintenant tu sautes. Ici, hop. Voilà, mon bébé. C'est pas c'est un croisé, non? Non. Non, c'est vraiment un Jack. Tout le monde dit ça. Ouais, Non, parce c'est qu'il a un... En fait, le gris, c'est une dilution de la couleur noire. Ouais. Et ses oreilles, c'est juste un bug. C'est genre un défaut de fabrication. Mais on s'est dit, on va pas... Non, on va le garder comme ça. On va le garder. pas- Ouais, et en fait, je trouve que ça fait vachement son charme. Monday, regarde la baballe. Ouais, c'est ce qui T'as fait vu, sa il fait- personnalité. Mais c'est vrai qu'il a des oreilles un peu de Ouais, fennec, je quoi. l'adore. Alors, le harnais, raconte-moi. Est-ce que tu avais déjà eu beaucoup de chiens avant Monday? J'ai eu une chienne, mais en fait, c'était le rapport que j'ai avec Monday est pas du tout le même que j'ai eu avec cette chienne parce que c'était plus la chienne de ma mère et moi et j'étais beaucoup plus jeune, donc j'étais pas autant impliquée dans son éducation, dans tout ça et en fait, elle est décédée tragiquement. Ouais. Elle a été empoisonnée à la mort au rat Oh, quelle horreur. et par un criminel et je savais pas du tout que ça existait, mais en fait, Quelle horreur. c'était ce on appelle et je savais pas du tout que ça existait, un serial killer de chiens. Et en fait, c'est un mec qui s'est amusé à tuer plein de chiens dans mon quartier. Et du coup, Il a été arrêté? Ouais, il a été arrêté. Il a eu de la prison? Pas de prison parce que en gros, les chiens en Belgique c'est considéré comme des objets. Et donc du coup, c'est quelle c'est de horreur. la dégradation quoi. Mais c'est un voisin? C'est un mec, genre j'habite en face d'un parc, donc c'était un mec qui se trimballait et en fait il a lancé une espèce de boule de mort au rat dans le jardin et c'est elle l'a hyper mangé. triste. Ouais, horrible. Et donc, t'as repris Monday juste derrière? Ouais, c'est ça. 3 mois après. Ouais. Et en fait, et ça a été la meilleure décision de ma vie. Parce qu'en vrai, je pense que quand on perd un chien comme ça, tragiquement, il y a toujours cette culpabilité, je pense, de se dire, est-ce qu'on trahit pas son chien en Bien en sûr. reprenant un autre, etc. Ouais. Et en fait, on voulait la même race, mais on voulait en même temps un chien qui soit différent pour pas comparer.
Et voilà. Et le petit bébé est arrivé dans notre vie. Quel genre de personnalité il a ce bébé? Alors tu dis dans notre vie, c'est dans la vie avec ta maman. Hein. Ouais, c'est ça. Parce Ouais, que c'est ça. de base, enfin c'est moi qui ai arraché Mondé à sa vie belge pour le ramener à Bruxelles, à Paris. mais ouais, de base c'était mon chien, mais je vivais encore chez ma mère. Et ce petit bébé, il est assez incroyable, honnêtement. Là, Tu sais en fait, que tous les parents disent ça. oui, mais je sais, mais en fait, je parle exactement comme une mère, et c'est pour ça que je dis, ce n'est pas mon chien, c'est mon fils. C'est absolument mon fils. Alors qu'est-ce qu'il a d'aussi exceptionnel, ton fils? Alors déjà, et je sais ce que tu vas dire, Faustine, tu vas dire que toutes les mères disent ça aussi, mais mon chien est surdoué. Ah, évidemment. Il est Au surdoué. potentiel intellectuel. Mais il est au potentiel intellectuel, et je Bah suis ouais. sûre qu'il l'est, en fait. Tu l'as fait diagnostiquer? Bah, franchement, si ça existait, je l'aurais fait. Il faudrait peut-être lancer la mode comme ça du test de Bah, diagnostic franchement. HPI pour chien. Alors pourquoi? Qu'est-ce qu'il a de si exceptionnel? Bah, déjà, enfin, toutes les personnes qui nous suivent le voient, et c'est comme ça que ça a commencé les réseaux. Il comprend tout, il fait tout. Mais au-delà de ça, et là, il y a plein de gens qui vont rigoler, mais il a une intelligence émotionnelle. Parce que tout, genre, fonctionne avec le côté émotionnel. C'est-à-dire que si c'est juste des ordres très cartésiens et très tac, ça ne va pas fonctionner. Il faut de l'amour, il faut qu'il se sente bien, et là, il fait tout. Mais tout. D'accord, comme beaucoup d'animaux, je suis obligée de te le dire. Oui, mais par exemple, est-ce que tous les animaux savent choisir la tenue de leur humain? Alors, j'adore cette expression de leur humain. Comment ça? Il choisit ta tenue? Ouais, j'aime pas dire maître. Non, alors ok, alors de son humain. Ouais, de son humain. T'as raison, finalement, ça va pas mal. Comment ça, il choisit ta tenue? Ben, en gros, Tu l'as élevé, tu l'as éduqué Ouais. à choisir ta tenue. Ouais. C'est-à-dire le matin, explique-moi. donc le matin, je peux le mettre dans ma chambre, et je vais lui dire, OK, Mondé, choisis une veste. Et du coup, il y va, il choisit une veste, il me prend une veste. Je lui dis, OK, Mondé, maintenant un pantalon. Tac, 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 il prend un pantalon. Et puis un haut, et puis des chaussures. Ouais, mais tout va avec? Parfois, c'est horrible. mais il voit pas les couleurs, en fait. Donc parfois, c'est immonde. Ah oui, donc Ouais. forcément, tu n'obéis pas à ton chien. Ouais, c'est ça. Pourquoi Mondé, d'ailleurs? Tu m'as pas dit ce prénom? Eh ben justement, c'est en lien avec la chienne que j'ai perdue. En fait, donc quand j'ai perdu ma chienne, c'était une période très sombre de ma vie. J'ai eu l'impression que la vie voulait faire table rase du passé, mais souvent on utilise cette expression assez positivement en disant voilà, on fait table de... Là, c'était pas le cas. J'ai perdu beaucoup de proches dans ma vie. Je me suis fait opérer 3 fois Opéré de quoi? de kystes Mmh. ovariens. Ensuite, j'ai perdu mon grand-père qui était comme mon papa. C'était très dur. J'ai perdu ma chienne. On a perdu un chat. Enfin, c'était une année, accumulation, ouais. une accumulation horrible. Et en fait, quand on a décidé d'adopter Mondé, c'était vraiment un nouveau départ. On s'est dit, en fait, là, il y a eu une période hyper sombre, mais ça va être juste le nouveau départ. Ça va être en fait un recommencement. D'où le Monday. Et de base, je détestais le lundi. Et donc, je me suis dit, bon, on va me donner une raison maintenant d'aimer lundi. Donc, je vais appeler mon chien Mondé. Et en fait, Ah, c'est une bonne idée. Ouais, et du coup, en fait, je le vois vraiment comme ce petit être qui a été un nouveau départ d'une période très sombre de ma vie. Et en fait, je le vois comme le lundi, que c'est le début de la semaine et qu'on fait table de rase de ce qui s'est passé, quoi. C'est le lundi au soleil de Claude François. Exactement. Ah, c'est ça. Et en fait, il t'a sauvé d'une période, on peut dire qu'il t'a sauvé de cette période sombre. Ah, mais moi, je le dis toujours, hein, de plusieurs périodes sombres. Il m'a sauvé la vie. Il me sauve la vie tous les jours. Très honnêtement. Et j'ai pas peur de le dire, et j'ai pas peur que des gens me disent que c'est exagéré, vraiment. Non, en tant que humain de chienne, en effet, Ouais. je peux comprendre. Mhm. Je peux comprendre ce rapport fusionnel. Donc voilà pour les présentations de ce petit. Il a un regard très calme, très. Non, ok, d'accord, ça lui plaît Non, pas du tout quand je dis ça. si. Non, là, il t'écoutait. Tu m'écoutes? C'est vrai. Alors moi, faut dire, je dois avoir l'odeur de mes chiennes aussi. Regarde, donc, bisous. Ouais, bisous. Tu as fait trop le bisou? gentil. On est toutes les deux mes mères à chiens, donc je pense que ça peut se terminer Ouais. en se faisant des gratouillettes. Gaga, hyper gaga. Alors montre-moi le deuxième objet que tu m'as apporté. Alors. Donc rien à voir avec Monday. Ce ne sont Non. pas ces chaussures de neige. Hein. On l'habille pas. On On est presque à ça, mais on se calme. n'est pas loin. Tu lui mets pas des petits manteaux Oui, si quand même. Donc on n'est pas presque à ça. On y est complètement. On est complètement dedans. À qui appartiennent ces chaussures? À moi. C'est mes... Enfin non, je fais pas cette taille-là maintenant. Elles étaient à moi. J'ai compris, tu sais. Non, en fait, c'est les premières chaussures avec lesquelles j'ai marché. Ouais. Et c'est ma maman qui les a retrouvées, il y a pas longtemps. Et en fait, je pense que toute mon enfance, elle m'a vraiment pas seulement construite, mais elle a vraiment déterminé qui je suis aujourd'hui. Ta maman? Ouais, ma maman, énormément.
Et donc c'était une manière pour toi de nous parler de ta maman. De parler de ma maman, mais aussi, je pense, de mon enfance de manière générale. Et en fait, quand je vois ces chaussures, ça m'évoque vraiment en fait l'insouciance des enfants et le fait que c'est tout mignon, etc. Mais en fait, ça permet de marcher. Et je trouve qu'on les voit bien usés. Et je trouve que ça évoque en fait le parcours que j'ai fait en fait jusqu'à maintenant. Pourquoi elle ressemblait à quoi ton enfance? Paradoxal, je dirais, et très dichotomique dans le sens où en fait j'avais un côté de mon enfance qui était très très saine, donc avec ma maman, très 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 bien, et du côté de mon papa plus compliqué. Et là où je parlais de l'insouciance, c'est que je m'en rendais pas forcément compte sur le moment. Et c'est plus tard que je m'en suis rendu compte. Pourquoi plus compliqué avec ton papa? Tes parents étaient divorcés? Ouais, mon papa, il a trompé ma mère et il est parti avant que je naisse. Plus ou moins 6 mois. Ma mère était enceinte de 6 mois. D'accord. Et en fait, j'ai rencontré mon papa à 3 ans dans un centre sous surveillance. Ah oui, t'as des souvenirs de ça quand t'avais 3 ans? Ouais, tu t'en souviens? Je me rappelle, je me rappelle en fait de psychologues qui introduisent le rapport, qui m'expliquent que c'est mon papa, parce qu'il faut savoir que moi, on me présente un monsieur noir qui parle très mal français, et on me dit que c'est mon papa. Et du coup, c'est vrai que pour moi, c'était pas hyper facile, mais bon, les enfants s'adaptent très vite. Donc, tu t'es attachée à lui? Ouais, très fort, en vrai. Et en vrai, même si mon enfance, elle a été mouvementée, elle était belle. Il y a des vraiment beaux moments que j'ai vécu avec mon père. Mais c'est juste que je pense que c'est quelqu'un qui va pas bien, et je pense que c'est quelqu'un qui est très instable. Ouais. Et je pense qu'il n'aurait pas dû avoir d'enfant, honnêtement. Pourquoi? Il vous a fait vivre des choses qui étaient pas... Qu'est-ce que tu entends derrière instable? Quels souvenirs tu as avec lui qui peuvent être... que tu pourrais associer à ce mot instable? Ben, en fait, mon père, c'est quelqu'un qui a toujours eu des consommations excessives d'alcool. Il avait des addictions? Des addictions et de drogue. Ouais. Et de base, ça se déclinait par de l'alcool fort, mais plutôt simplement de la marijuana, pas des drogues dures. Ça, c'est venu après. Mais du coup, en fait, nous, quand on était petits, il arrêtait pas de dire moi, je suis un papa cool. Il dit toujours ça, moi, je suis un papa cool. Et en fait, moi, c'est comme ça que je visualisais mon papa. Ah, mon papa, c'est un papa cool. Et donc, en fait, le fait d'être bourré et le fait d'être défoncé, c'est un papa cool, en fait. Et c'est après que ça s'est transformé en des addictions plus dures et beaucoup de violence, finalement. Envers vous? Ouais, verbal, beaucoup plus. Et c'est là qu'en fait, j'ai compris que en fait, quand il buvait, c'était pas de l'eau, c'était de la vodka, et que ça altérait sa personnalité. Et que là, c'était plus tellement le papa cool, quoi. Quand est-ce que tu as réussi à... On fait pas le deuil de quelqu'un de vivant, on fait pas le deuil de son père. À quel moment tu as décidé d'avancer et d'arrêter d'attendre, de fantasmer le père parfait? Je dirais que la rupture, elle s'est vraiment opérée quand j'avais 16 ans. Ouais. Parce que là, en fait... et d'ailleurs, c'est pour ça que toutes les années, le jour de mon anniversaire, je pleure toute la journée. Le jour de mon anniversaire, c'est le jour où il y a eu la coupure avec mon père. En fait, il m'a appelé et il m'a pas souhaité joyeux anniversaire, il m'a juste fait une énorme tirade pour me dire à quel point j'étais pas mature, à quel point je méritais pas de cadeaux et que je méritais rien parce que je le décevais énormément. Mais c'est-à-dire qu'avant ça, il avait oublié que moi et mon demi-frère, on existait, donc avant ça, il y a pas de coup de fil pendant 3 mois. Et puis il m'appelle et il me dit ça. Il y a aucun contexte. J'ai pas fait de bêtises, sauf que j'ai toujours été une enfant en vrai très facile. Ouais. J'ai pas fait de crise d'ado, j'ai pas fait... Oui, ça tombait de nulle part. C'était vraiment de nulle part. Et en fait, c'est à ce moment-là que je me suis dit, mais en fait, mon père est trop bizarre. Genre, mon père, il y a quelque chose qui cloche, en fait. C'est pas normal. Et bon, je l'avais déjà vu, mais je pense que j'étais un peu dans le déni. J'étais un peu là, oui, mais c'est mon papa cool. Et après, en fait, j'ai commencé à me poser beaucoup de questions. Et là, je me suis dit, mais en fait, c'est ultra malsain. Et là, j'ai posé énormément de questions à ma maman. Et c'est là que ma maman, en fait, elle s'est étonnée que je me rappelais pas de la discussion qu'on avait eue où elle m'avait expliqué que j'avais rencontré mon père plus tard, que machin. Et en fait, c'est parti d'un constat tout bête, c'est que je me suis dit, mais moi, j'ai rencontré comment et quand mon papa? Je me suis dit, mais j'ai pas de souvenir de bébé de mes 2 parents ensemble. Et du coup, je me suis dit, est-ce que j'ai vécu une séparation? Est-ce que je les ai vus s'engueuler? Pas du tout. Je me suis dit, mais en fait, moi, j'ai jamais vu ma mère en couple. Et elle se souvenait pas que... Enfin, toi, tu ne te souvenais moi, pas de l'explication qu'elle t'avait donnée? Non.
Et du coup, elle m'a dit que son regret, c'était peut-être elle m'en avait parlé trop tôt, que j'étais trop jeune. Et là, en fait, moi, je suis tombée de 4 étages. Hein. Moi, je me suis dit, ah ouais, en fait, mon père, il est comme ça. Et en fait, c'est là que je me suis dit, mais en fait, la bizarrerie de mon père à travers ma mère, c'est aussi avec moi. Parce que ma mère, quand elle a commencé à me raconter ça, je voyais qu'elle était énormément sur la réserve et qu'elle arrête pas de me dire, ça te regarde pas. Ça, c'est des histoires de couple. Oui, elle essayait de protéger elle protège votre relation. Elle me dit, ça, c'est des histoires de couple. C'est pas, ça te regarde pas. Ton papa, c'est ton papa. Ton papa, il a été tel homme avec moi. Mais voilà, mais avec toi, c'est différent. Et en fait, moi, j'ai dit, non, en fait, maman, pour moi, le fait de tromper ta femme enceinte, il y a un bébé là-dedans. Donc, pour moi, ça me concerne. Et voilà. Et du coup, on a discuté, et puis je me suis rendu compte que c'était plus possible, que ça me faisait beaucoup trop de mal d'avoir mon père dans ma vie. T'as quoi comme relation avec lui aujourd'hui? Je le vois plus. Du tout? Plus vu depuis mes 16 ans. Depuis ce coup de fil. 16 ans. T'as quel âge aujourd'hui? 25. Et tu en souffres, il te manque? Il m'a manqué pendant longtemps. Je lui ai demandé de changer. Mais en fait, il est incapable de se remettre en question. Et tous les souvenirs, tout ce que je lui reproche de mon enfance, en fait, il dit que je l'invente. Il dit que c'est pas vrai. Alors que on l'a vécu tous les deux. Et c'est quoi les mauvais souvenirs que t'as avec lui? Déjà... Des choses où il dit que tu mens? Typiquement, un jour, donc en fait, je voulais un nouveau téléphone et donc je travaillais, je faisais des brocantes. Je faisais des brocantes pour avoir de l'argent de poche pour m'acheter un nouveau téléphone. Et un jour, il m'appelle et il me dit quoi de neuf et tout. Et je lui dis, en ce moment, je fais beaucoup de brocantes et parce que je veux m'acheter un nouveau téléphone. Et là, il me dit, mais comment ça, tu vas t'acheter ton téléphone toute seule? Moi, je suis là pour ça. Moi, je suis ton père, machin. C'est moi qui vais te l'acheter. Je dis, ok. Et du coup, on prend la voiture pour aller chercher ce téléphone. Et là, je vois qu'il est déjà pas dans son état normal. Et là, dans la voiture, on est dans un cliché. Parfois, quand je raconte ça, j'ai l'impression que je mens parce que j'ai l'impression que c'est un film, en fait. C'est tellement cliché. C'est tellement, en fait, si on veut représenter l'alcoolique, on va représenter mon père. On va prendre la flasque. Et donc, il avait une petite flasque dans sa chaussette. Ah ouais? La flasque dans sa chaussette. Et en fait, il commence à boire en conduisant. Il commence à boire. Il avait un joint qui était allumé. Il se l'allume. Il fume son joint en même temps qu'il boit. Et il me dit, il parle. Et là, il me dit, ouais, Oli, j'ai rencontré quelqu'un. Et je lui dis, ah ouais, c'est bien, etc. Et il me dit, ouais, mais en fait, je sais pas trop si j'ai envie de t'en parler parce que elle est plus jeune que moi. Et au début, moi, je m'imagine un truc de ouf en mode, elle a mon âge. Et il me dit, non, elle avait 5 ans de moins. Et il me dit, ouais, mais tu sais, Oli, parce que il faut que tu saches. Voilà, je pense que là, tu rentres dans l'âge où il faut que tu saches ça. J'avais 14 ans. Il me dit, voilà, ton père, t'as conscience, voilà, moi, je suis noire. Et il me dit, faut que tu saches qu'en fait, les femmes, ce qu'elles veulent, c'est ma grosse. Et il me dit ça comme ça. Il me dit, ce que les femmes veulent chez moi, c'est ma grosse de noir. Et là, tout de suite, je lui dis, papa, non. Vraiment non. Si. Faut que tu saches qu'en fait, c'est que ça que les femmes, elles veulent chez moi. Et il faut d'ailleurs même que je te dise, moi, quand j'étais plus jeune, je m'arrêtais sur les aires d'autoroute. Je cherchais, comme il disait, la lesbienne camionneuse la plus masculine. Et il m'a dit, et je l'ai tellement fort qu'elle redevenait hétéro. Et là, je me dis, mais waouh! Et donc, je dis, s'il te plaît, on était sur l'autoroute en plus. Ton père te raconte ça à 14 ans. Ouais, je lui dis, s'il te plaît, on se met sur le côté. Moi, je veux plus discuter de ça. Et là, il s'énerve contre moi. Comment ça? Il y a aucun tabou entre toi et moi. C'est justement pour ça, on a une relation tellement proche que je peux tout te dire et tout. Donc, je suis très mal à l'aise. Et finalement, en fait, rien ne va parce que on arrive dans ce magasin pour acheter un téléphone. Il se rend compte que le téléphone est trop cher. Et il me dit, non, on rentre. Je peux plus l'acheter. Et donc, on rentre. Bredouille. Ouais. Je raconte ça à ma maman. Je lui dis, mais par contre, tu lui dis pas. Tu lui en parles pas. Ma mère, évidemment, dans la seconde, elle l'appelle. Comment ça? C'est pas des choses qu'on dit à sa fille. Et là, il s'énerve contre elle. Mais tu comprends pas la relation qu'on a. Je peux tout lui dire. Et en fait, d'abord, donc là, on est dans un état de fait où, à ce moment-là, il assume, il avoue qu'il m'a dit ça et il en est même fier. C'est notre relation hyper fusionnelle qui fait qu'il a le droit de me dire tout. Un mois après, elle lui en reparle en lui disant, tu sais, il y a des choses, parfois, quand tu bois beaucoup, quand tu consommes, ça altère ta personnalité et Oli, elle te reconnaît plus. Mais comment ça? Et là, elle lui raconte ça. Et lui dit, je n'ai jamais dit ça à Olivia, je n'aurais jamais pu lui dire ça, c'est impossible. Et en fait, c'est tout le temps ça. Ouais. Tout le temps. T'en parles de ça sur les réseaux? Ça, j'en ai jamais parlé. Je parle du fait que... mais en fait, j'en parle sur le ton de l'humour
je dis que j'ai des daddy's issues, mais je dis ça en rigolant, en fait. À chaque fois que chaque fois que j'ai un comportement un peu bizarre ou un truc comme ça, je me dis, ouais, mais c'est parce que j'ai des daddy's issues, et je fais des blagues en disant, je suis métisse, parce qu'il y a beaucoup de métisses qui n'ont pas de père. Et bref, et donc je fais des blagues, mais j'en ai jamais parlé vraiment sérieusement. Et en vrai, j'ai hésité à en parler avec toi aujourd'hui, mais en fait, je ressens qu'il y a beaucoup de gens en fait qui n'en parlent pas et qui peut-être se sentent seuls là-dedans. Et je me dis que en fait, d'essayer de libérer la parole à travers ça, ben c'est aussi un premier pas. Et bien sûr. Et en fait, j'ai pas à me cacher en fait, et j'ai pas à avoir peur qu'ils me disent que je suis une menteuse et que je mens ou que j'exagère. C'est grave et on n'a pas à me tenir des propos comme ça. Et t'as pas à avoir honte, surtout. J'ai pas à avoir honte. Et tous les débordements qu'il y a eu avec lui, j'ai pas à en avoir honte. Mais ça a dû complètement façonner, pardon, hein, mais ça me vient de suite. T'as ton rapport aux hommes, en fait. Catastrophique. Bah oui. Ouais, catastrophique. T'arrives à faire confiance? Pas du tout. Je suis démesurément dans le contrôle. J'arrive pas du tout à lâcher prise, en fait. Et d'ailleurs, en plus, ça me fait penser, j'ai vu une psy, et en fait, j'ai eu beaucoup de problèmes dans ma sexualité avec les hommes, d'arriver à lâcher prise, en fait. Ouais. Et en fait, il y a une psy que j'ai vue qui m'a dit que, en fait, il y a certains enfants, quand leurs parents leur tiennent des propos pareils, en fait, pour l'enfant, inconsciemment, ça peut être considéré comme une violence sexuelle, en fait. Ouais, je peux comprendre. Et ça peut altérer, et en fait... Bien sûr, ce qu'il t'a dit quand t'avais 14 ans, c'est une violence sexuelle, je trouve. Mais du coup, non. Beaucoup de problèmes d'attachement, beaucoup d'extrême contrôle et de l'indépendance. T'as quelqu'un dans ta vie aujourd'hui? Non. T'as pas envie? T'as Monday, quoi. J'ai Monday. Pourquoi tu dis c'est fini? Bah parce que... il y a une histoire qui est finie il y a pas longtemps. Ah oui, d'accord, je pensais c'est fini. Non, pas pour la vie. C'est fini pour la vie. Non, en vrai, je suis pas... En fait, je suis pas fataliste. Je pense juste que j'ai vraiment besoin de m'aimer et de me construire moi-même. Ouais, je comprends. Parce que quand je suis dans des relations, j'en ai vraiment pas eu beaucoup parce que je suis très non, on ne rentre pas dans ta sphère. Ouais, c'est ça. Mais quand c'est arrivé, en fait, je sens tout de suite que je vais pas assez bien. Je vais pas assez bien et j'ai vraiment besoin d'aller mieux avec moi. De te trouver toi, de te structurer. Aujourd'hui, on ne fait confiance qu'à cette petite bête-là qui peut dormir sur la tête sur une table. Hein, donc, incroyable cette capacité à s'endormir juste sur le cou. Ça doit être tellement pas confortable. Oh, bébé. Merci en tout cas de ces confidences sur ton papa, parce que j'imagine en effet que ça doit être fort d'en parler pour toi qui n'a pas l'habitude d'en parler. Mais c'est le moment. Tu sens que c'est le moment d'en parler. Ben, en fait, quand j'ai eu 16 ans, j'ai fait une première dépression à cause de ça, quand j'ai décidé que c'était terminé avec lui. Je me suis fait aider, j'ai vu une pédopsychiatre qui m'a beaucoup, beaucoup aidée. Et ensuite, j'ai eu une rechute de ça. Et en fait, ça revenait tout le temps. Et en fait, à chaque fois, je suis dans le déni. Je suis là en mode, ça n'existe pas. Je fais pas vraiment le deuil, en fait, de mon père. Ouais, d'en parler, c'est assumé. Et là, en fait, récemment, je me suis dit, en fait, il faut vraiment que j'en parle et il faut vraiment que je règle ça, en fait. Ouais. Je peux pas, toute ma vie, me dire, on verra ça plus tard. Ouais, avoir le fantôme de ton père qui rôde autour de toi. Ouais. Et tes abonnés, ils te posent pas des questions sur cette vie-là, sur cette dépression que tu évoques parfois? Ouais, dépression, beaucoup. Et je pense que c'est ce que les gens apprécient aussi, c'est qu'en fait, c'est pas dans le sens, j'ai pas de filtre, dans le sens où je dis tout et n'importe quoi, mais en tout cas, j'essaie de me montrer la plus authentique possible, que ce soit dans les moments où je suis bien, que ce soit dans les moments où je me suis pas lavée depuis 3 semaines. Parce que moi, j'ai pas honte. Tu t'es pas lavée pendant 3 semaines? Franchement, ouais, ça m'est déjà arrivé. Ah ouais? Mais genre, je suis au fond de mon lit hyper mal. Ouais. Ah oui, c'est pas une revendication écologique. Non, pas du tout. Non, parce qu'en fait, non, pas du tout. C'est juste d'avoir un moment de down. Mais que beaucoup de gens ont de ça. Ouais, parce que, cracra. Mais non, moi, j'ai pas honte de dire que dans mes moments les plus down, pendant 3 semaines, je suis pas sortie de mon lit. Et je suis pas sortie chez moi et je me suis pas lavée pendant 3 semaines, tellement j'étais mal. Et je pense que ça, les gens, et même en story, même dans des trucs comme ça, je me montre, là, je fais la belle parce que là, c'était l'interview, donc on s'est un peu mis et tout. Mais 80% de mon temps, je suis en jogging. Je pense que c'est ce que les gens aiment aussi, quoi. Ton côté brut. Ouais. Et donc, ta maman a été finalement le pilier pendant toutes ces turbulences. Vraiment. Vraiment. T'as une relation très forte avec elle. Mais là, tu dis, mais pourquoi elle prend l'iPad? J'adore, on a une petite surprise pour toi. Alors voici ma lettre à toi, ma fille. Ma bulle. Comment dresser ton portrait sans paraître exagérément subjective et totalement hors de la réalité? Ma bulle. Énoncer tes qualités finit par énerver.
Je ne sais pas combien de bonnes fées se sont penchées sur ton berceau, mais elles devaient être vraiment nombreuses. Il y en avait des méchantes. Du coup, on réécoute toutes ces douceurs, mais c'est chouette. Tu as été un bébé cool, attachante, souriante, qui captait le regard des gens. Tu as été une petite fille déjà artiste, sportive, sociable, aimante, curieuse, intrépide, pleine d'énergie et de joie, qui détestait le rose et les robes de princesse. Comme ma fille. Ah ouais. Donc tu as été une ado assez géniale, il faut le dire, d'une intelligence fine, bosseuse, perfectionniste, généreuse et bienveillante. Et aujourd'hui, te voilà adulte, altruiste, sensible, créative, talentueuse dans plein de domaines, concernée par les misères invisibles, engagée dans des combats, parfois jusqu'à l'épuisement, tellement sincère et vraie, légère et pleine d'humour, et parfois si triste, entière, volubile, déterminée, folle de ton chien Mondé, et tout ça avec du style et d'une beauté renversante. C'est ma mère. Alors, toutes ces qualités dans une seule personne, c'est énervant, non? Et moi, je suis la maman de cette merveille, et pas peu fière, et pas subjective. Mais les méchantes fées t'ont aussi prédit des souffrances, une dépression, des désillusions et des deuils. J'aurais souhaité, comme tous les parents, que jamais tu ne vives ces épreuves, que jamais tu ne pleures, que jamais tu ne souffres, que jamais personne ne te fasse du mal. Mais c'est impossible. Toutes les larmes que tu as versées étaient des gouttes de mon sang qui s'écrasaient sur le sol. Toutes les larmes que tu verseras encore, je les sécherai et je serai là, toujours. Je t'aime, Oli. J'aime trop ma mère, en fait. C'est vraiment la première femme de ma vie. Je l'aime trop, et en fait, là où je me sens mal, c'est qu'en fait, ma mère, elle s'excuse tout le temps. Elle dit toujours qu'en fait, elle s'excuse de m'avoir choisi ce père-là. Et en fait, je lui dis toujours, mais cessons de mettre toujours la faute sur les femmes, en fait. C'est pas sa faute d'être tombée amoureuse d'une certaine personne qui lui a donné telle illusion. Elle peut pas prendre la responsabilité des mauvais comportements de mon père ou des autres. Et chaque fois, je lui dis qu'elle doit arrêter. Et à chaque fois que j'ai fait des rechutes, ou que j'ai été voir des psys, ou qu'elle m'a vraiment vue au plus bas, ou que j'ai même eu des idées noires, ça je pense que pour chaque parent, ça doit être horrible de se dire que sa fille a envie de mourir. Mais chaque fois, je lui dis, c'est pas sa faute à elle, quoi. Elle peut pas prendre cette responsabilité-là. Et parfois, j'ai l'impression que j'ai même envie de pas seulement être bien pour moi, mais pour elle aussi, quoi. De lui montrer qu'en fait, j'ai l'impression que quand je reste triste comme ça, c'est comme si du coup, je lui donnais l'impression qu'elle avait pas fait un bon travail. Alors que je sais qu'elle a tout fait. Ma mère, elle a toujours tout fait pour moi. Elle m'a toujours fait passer avant tout, quoi. Genre, elle s'est sacrifiée pour plein de choses. Et honnêtement, moi, je sais que la personne que je suis aujourd'hui, c'est entièrement grâce à elle. Et du coup, ça me fait trop de peine quand elle remet la faute des autres sur elle, quoi. Donc voilà. Mais j'aime trop ma mère. Et je trouve ça incroyable qu'elle ait fait ça parce que elle est anti. Est-ce que, on va parler d'autres sujets avec plus de sourire, est-ce qu'il y a une chose, puisque tu nous as parlé de ton père, peut-être pour la première fois, tu nous as fait une jolie déclaration à ta mère, même si tu en parles un petit peu plus sur les réseaux. Est-ce qu'il y a encore une chose dans ces sujets-là que tu as envie de dire parce qu'aujourd'hui, t'as décidé d'ouvrir la porte? Moi, je veux aussi envoyer un message d'espoir, de se dire qu'en fait, on va s'en sortir. Et que moi, j'ai été diagnostiquée en dépression chronique. Et quand on m'a dit ça, j'étais très mal parce que je me suis dit, ça va tout le temps revenir. C'est pas un truc que je vais régler et puis c'est terminé. Ça va revenir et je vais continuer de battre, mais je vais continuer. Et ça, c'est récent. Avant, j'étais très fataliste avec ça. Je me disais, mais moi, je veux pas d'une vie où je dois me battre toute ma vie. Moi, je suis fatiguée. Déjà, là, maintenant, à 25 ans, je suis fatiguée. J'ai pas envie. Mais en fait, je vois tout ce qu'on peut faire. Et je vois que finalement, tout ça, je peux le transformer en force. Et si finalement, je peux dire ça à des gens et que ces personnes-là se reconnaissent dans ce message-là et se disent qu'en fait, ils peuvent y arriver et qu'ils peuvent continuer, ben moi, je leur envoie tout l'amour que j'ai et toute ma force. Et, enfin, ma petite force que j'ai en moi. Mais voilà, en tout cas, juste beaucoup de courage et que, en fait, ça va aller, quoi.
ça finira par aller. Ça leur fait du bien. J'ai aucun doute que ça fait du bien, ton discours. Pour tous les enfants et les jeunes qui vont se reconnaître, et même les adultes qui ont vécu comme ça un passé avec des parents toxiques. Et en tout cas, un père toxique dans ton cas, ça va leur faire du bien. Alors, pour l'objet mystère, c'est Monday qui l'apporte. Oh non, il le rapporte. Donne-moi mon bébé, donne. Ici. Oh, trop mignon. C'est la première fois, mais en fait, je vais le garder. À chaque fois que je ferai un objet mystère, je demanderai est-ce que ça... Mais il veut que tu lui dises oui. merci, je crois. Ouais, t'as vu? Ouais. Oh, j'adore. Alors, pourquoi cet objet? Oui, t'as dit merci, te vexe pas. Tu veux revenir? Allez, viens, saute. Viens, fais le tour, fais le tour. Non, va par là. Et tu fais le tour. Allez, saute. Oh, t'as vu, il a trop raté. C'était trop moche. Tu vas faire Monday. Alors, pourquoi, ouais. pourquoi cet objet mystère? Moi, je connais pas l'histoire, j'ai pas le truc, hein. Parce qu'en fait, il y a Monday qui m'a sauvé la vie, mais il y a aussi la peinture. Ah, tu peins? Ouais, je peignais. Pourquoi tu peignais? Tu peignes plus? Tu peins plus? Non, Pourquoi? la dépression. Ça m'a enlevé ça. C'était vraiment mon échappatoire. Genre, en fait, donc moi, j'ai été diagnostiquée HP. Et du coup, j'ai tout le temps... Comme ton chien. Mais comme mon chien, mais Ouais, le fils de sa mère, en fait. Voilà, total. Et en fait, j'ai tout le temps plein de choses dans ma tête et ça me fatigue énormément. Et en fait, j'ai toujours été très énervée contre le monde, en fait, contre les injustices depuis toute petite. Et en fait, je me disais, mais comment je peux exprimer tout ce que j'ai en moi, Le sortir, quoi. tout ce que je pouvais pas dire avec des mots, fallait que je le peigne. Alors, je comprends parce qu'en fait, j'ai vu passer des images dans la préparation de cette émission et je ne savais pas. Donc ça, c'est toi, c'est de toi. Ouais. Ah, je me demandais justement ce que c'était. J'ai vu passer ça. Et ça aussi, c'est de toi. Ouais, Tu peins vachement bien. c'est gentil. Ben non, mais c'est vrai. Moi, j'ai appris... On retrouve évidemment les canons. Ça, c'est magnifique, hein. J'adore. C'est hyper gentil, merci. Ouais. Surtout qu'en vrai, ça me... en fait, je sais pas comment prendre ce compliment parce que Ah si, moi je trouve ça. Je Moi, me sens- je le verrais en affiche. J'adore l'idée de ces femmes qui regardent les petites filles qu'elles ont été. Et se trouvent où ces tableaux là aujourd'hui? dans ma chambre. Et pourquoi t'as plus envie? J'ai envie. Tous Et les t'y arrives jours. pas. Tous les jours, j'ai envie. Mais en fait, j'ai eu une espèce de crise de légitimité où je me suis dit, en fait, c'est pas à moi à prendre cette place. En fait, je sais pas. En fait, le truc, c'est que j'ai appris toute seule. Un matin, je me suis dit, j'ai envie de peindre. Maintenant, j'ai envie de peindre. Et du coup, il y a un artiste qui m'a dit, voilà, l'acrylique, ça s'utilise comme ça. Je savais même pas comment on utilisait de l'acrylique. Ouais. Donc, il me dit, voilà, quand tu mets beaucoup d'eau, ça fait ça. Quand tu mets moins d'eau, ça fait ça. J'ai dit, ok, j'ai compris. Je suis rentrée chez moi et j'ai fait une toile. Et en fait, très vite, j'étais là, ouais, en fait, là, ce truc-là et mes mains, ça fait ça. Et le truc, c'est qu'en fait, je savais pas comment j'arrivais à ce résultat. Je faisais juste, et puis ça devenait ça. Et du coup, à un moment, je me suis dit, mais en fait, je suis une fraude, quoi, dans ce milieu-là. Genre, T'es une imposteur. je suis vraiment, ouais, bah alors Le ça. syndrome de l'imposteur. Mais je suis trop cliché. Non. Ah, la fille, elle a pas de père, elle est un syndrome de l'imposteur, elle a une dépression. Pff, c'est bon. Non, mais par contre, le syndrome de l'imposteur, je le saisis, je le comprends. Et j'imagine que c'est lié aussi à cette présence et à ce succès sur les réseaux sociaux, on en parlera. Mais là, de la peinture, c'est factuel, c'est-à-dire que Ouais, t'as un don. Donc là, il n'y a pas d'imposteur, c'est-à-dire qu'il y a une toile sous les yeux concrète, matérielle, qu'on peut toucher et qui prouve ton talent. Donc là, il n'y a pas d'imposture. Ouais, mais dans ma tête, c'est subjectif. Genre, dans ma tête, c'est-à-dire que c'est certaines personnes qui vont dire que c'est beau, mais c'est juste que j'ai pas encore rencontré les personnes qui vont me dire que c'est trop moche et les gens du milieu qui me diraient que c'est trop moche. Il y a peut-être que ça n'existe pas. Peut-être que Ouais, c'est il y a vrai. des gens qui aiment ou qui aiment pas, mais qui C'est diront vrai. pas que c'est moche. Mais du coup, ouais, et du coup, en fait, j'ai arrêté du jour au lendemain. J'ai arrêté et ça, en vrai, ça me rend très triste parce que c'était vraiment quelque chose qui me faisait me sentir bien et je me sentais vraiment en phase avec ça. Et là, en fait, pour moi, le jour où je vais recommencer à peindre, c'est que vraiment, fondamentalement, je vais mieux. Le jour où là, on voit une peinture sur les réseaux, c'est que je pense que je peux dire que On va guetter. je suis sortie de cet état dépressif. Parce extrême. qu'aujourd'hui, t'es encore dans une période fragile. Ouais, je suis encore sous antidépresseur depuis 2 ans et demi maintenant. Je voulais arrêter cet été, mais à mon avis, on en parlera après, mais il y a eu des événements de ma vie qui ont fait que ça a été retardé et j'ai eu un gros down. Et donc, je voulais arrêter les antidépresseurs après mon diplôme en me disant, voilà, maintenant c'est fait. Plusieurs événements très qui m'ont mis en down. Et du coup, je l'ai vraiment pris comme un échec parce que
au lieu de les arrêter, on a augmenté mon traitement. Et donc, voilà. Alors, il y a eu le diplôme de Sciences Po, ce qui est quand même super classe, on va en parler. Et dans les choses un peu compliquées à gérer, il y a eu Patoche. Il y a eu Patoche qui a refusé le logement. Voilà. Alors, tu sais quoi? Parce que tout le monde ne se connaît pas Patoche. Oui. Tous tes abonnés, ils font partie de la famille. Mais moi, par exemple, je connaissais pas trop ton histoire avec Patoche. Tu vas nous la raconter là-bas? Go. Ok. Tu viens avec nous? Oh, bon, il se fait Bien pas sûr. prévenir. Enfin bon. Tu sais que Mais c'est si, drôle on parce est- que normalement, dans ce studio, on n'a pas le droit d'avoir des chiens. On m'a dit Ouais. que c'est un peu un truc secret, là. Un peu, ouais. Entre nous et YouTube, quoi. Ouais, c'est En gros, c'est un peu ça. Ah, mon Dieu. T'as vu, il y a de la déco? Ah ouais. Et j'adore. ouais, et il y a des cadres et on se croirait comme à la maison. La voilà ta maman. Oh là, bah ne nous engueule pas. La voilà ta maman. Ouais. Ça c'était à l'occasion de ton Diplôme. de Sciences Po. Ouais. Elle était très, très fière. Ah bah tu m'étonnes. Il y a de J'étais quoi être fière, fière mais quand elle même. était waouh. Ouais, elle était super fière. Et alors ça c'est l'homme dont on va parler maintenant, qui est un homme qui compte beaucoup pour toi. Tu sais quoi? On va regarder tout de suite, pour ceux qui connaissent pas l'histoire ou qui font ta connaissance, une vidéo qui retrace un petit peu cette histoire folle entre Le 29 Patoche. août, c'était mon premier jour de rentrée. Je viens d'emménager à Montrouge. Je rentre des cours. Monday prend les escaliers et moi les escalators. Monday arrive avant moi au sommet. Je le vois jouer avec un monsieur. Ce monsieur, c'est Patoche. Patoche, c'est quelqu'un qui a perdu sa femme et ses 2 enfants dans un accident de voiture. Patoche, c'est quelqu'un qui vit à la rue depuis 23 ans. Patoche, à la base, c'est juste quelqu'un que j'ai décidé d'aller voir tous les jours après mes cours. Ensuite, Patoche, c'est devenu quelqu'un avec qui j'ai été jouer aux jeux de société jusqu'à 4h du matin. Patoche, c'était aussi quelqu'un de seul avec des addictions. Patoche, c'est aussi quelqu'un qui a su enfin se laisser entourer, enfin accepter l'aide qu'on pouvait lui apporter. Patoche, c'est aussi cette nuit d'horreur. Une petite voix, peut-être que c'était celle de Monday, me dit que je ne peux juste pas le laisser dormir dehors ce soir. Monday est particulièrement attentif à Patoche, jusqu'au moment où Patoche a énormément de mal à respirer. J'appelle les pompiers, j'appelle le SAMU. Patoche tombe dans un semi-coma, est emmené en urgence en réanimation. Patoche se réveille, m'explique qu'il a failli mourir, qu'il souffre d'une bronchite chronique et un œdème pulmonaire, ainsi que de sérieux problèmes de cœur. Alors je décide de venir voir Patoche tous les jours à l'hôpital, essayer d'égayer un tout petit peu son quotidien. Après 3 semaines, je lui demande de m'écrire ce que tout ça représente pour lui. Il écrit deuxième chance. C'est tellement beau que je décide de me le faire tatouer. Patoche est alors transféré dans une clinique de réhabilitation pour les problèmes cardiovasculaires. Maintenant, Patoche va mieux. Patoche est heureux. Je l'adore. Je l'aime trop, Patoche, je l'aime trop. Vraiment, c'est devenu mon meilleur ami, hein, Il est où là? chez moi. Pourquoi il est chez toi? Il habite chez toi? On est en coloc, là, maintenant, limite. Sérieux? Ouais, mais c'était pas prévu, en fait. Pourquoi maintenant il est chez toi? Mais en fait, il a refusé l'appartement qu'on lui avait trouvé. Ça, c'est quelque chose que tu as très mal vécu, c'est dont Très- tu as parlé Ouais. tout à l'heure. Ouais. Tu lui avais trouvé un appartement et pourquoi il l'a refusé? Trop longtemps à la rue, trop de séquelles, trop de traumatismes. Pas prêt. Moi, je pensais qu'il était prêt parce que ça faisait quand même 8-9 mois qu'il était à l'hôpital, qu'il était de nouveau entre 4 murs, comme il dit, qu'il avait un lit, que voilà. Et pas prêt. Et en fait, c'est le jour où on lui a trouvé, donc tout était prévu. On a été visiter l'appartement. Il était super content quand il l'a vu. On est déjà dans une projection de alors on va mettre ton lit, machin. Et le jour où on devait signer le contrat de bail et récupérer les clés, je l'ai pas trouvé. On avait rendez-vous. Je l'ai cherché pendant 2 heures. Et en fait, c'est le jour où il a rechuté dans l'alcool, quoi. Genre, quand je l'ai enfin retrouvé, il était caché derrière l'église parce qu'il se cachait vraiment de moi. Et là, je l'ai trouvé et il était avec une bière et il m'a dit non. Il m'a dit non. C'est assez révélateur parce que tu sais que quand on connaît pas forcément très bien ton histoire et qu'on t'entend là-bas nous parler de ton papa et de ses addictions et à quel point tu as chuté quand tu as vu qu'il était retombé dans une bière alors que tu lui proposais une solution. Ouais. Moi, je suis pas psy, mais le lien, tu l'as fait, j'imagine, toi-même à l'évidence. Qu'est-ce que tu as si mal vécu dans le fait qu'il refuse cet appartement et finalement cette main tendue concrète que tu lui tendais? Ben, en fait, ma première réaction, et je pense qu'elle a été humaine, mais je lui en ai beaucoup voulu. L'ingratitude un peu. C'était vraiment... je me suis donné beaucoup de mal et tu prends pas ce cadeau, quoi. C'est ça. Et en Je comprends, en fait. moi qui finalement faisais très attention à avoir toujours les bons mots avec lui depuis le premier jour, et finalement ça fonctionnait et c'était assez intuitif de ma part. Là, en fait, l'émotion, elle m'a traversée et je lui en voulais vraiment. Donc, c'est-à-dire que quand il m'a dit « Non, je veux plus l'appartement », je lui ai dit « Mais comment ça ? Attends, comment ça tu veux plus l'appartement en fait ? Ça fait 8 mois que toi tu me dis, parce que ça je veux que ce soit bien clair en fait. C'est pas moi qui lui crée des besoins. C'est pas moi j'ai pas débarqué dans sa vie et j'ai dit maintenant toi faut que t'aies un appartement. C'est lui qui m'a dit j'en peux plus de la rue. Ok, juste je fais une pause parce que quand je vois ta véhémence, c'est que je me dis qu'on te l'a reproché.
On t'a dit, vrai... tu le forces à être aidé alors qu'il n'en a pas envie? En fait, bon, déjà, faut savoir que moi, si j'ai 2 messages négatifs, je focalise dessus et j'en fais une généralité, alors que ça se trouve sur ces 2 sur 1000. Mais il y a certaines personnes qui ont pu me dire, oui, mais voilà, faut aussi comprendre que chacun n'a pas la même vision du bonheur et de finalité de la vie heureuse, et qu'il y a des gens qui en fait sont pas heureux et ont envie de rester à la rue. Et là où moi ce que je disais, c'est que c'est plus que ça et c'est plus subtil que ça. C'est pas juste qu'il veut rester à la rue, parce que c'est lui, et je le redis, c'est vraiment lui qui un soir m'a dit je peux plus, je suis trop faible, je suis trop vieux maintenant, ça me fait trop mal d'être à la rue, je n'y arrive plus. Et c'est là que moi j'ai switché dans ma tête. En mode, Patoche, mon coco, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Et là, j'ai mis en place une cagnotte pour l'aider. Mais la cagnotte, elle est née de ça. Ouais, mais en plus, toi, t'avais envie d'aider. Donc là, il y avait quelque chose de concret que tu pouvais faire. Donc c'est vrai que je comprends. C'était enthousiasmant aussi de se dire, là, je peux faire vraiment quelque chose. Là, en fait, c'est ça, en fait. Et puis tout ce qu'on fait ensemble sur les réseaux, là, ça prenait un sens. Et je me suis dit, mais en fait, Patoche, toi, tu comprends pas que avec les réseaux, moi, je peux faire... En fait, j'ai la possibilité de faire quelque chose. Est-ce qu'il se rend compte, Patoche, de ça aujourd'hui, du fait que sa vie soit exposée sur les réseaux, et même de la caisse de résonance, quand on a 1 700 000 followers, il se rend compte aujourd'hui même de la notoriété qui va avec, à quel point votre histoire aujourd'hui, elle est sur la toile? Il aime bien. Il aime bien. C'est une petite star maintenant, parce que maintenant les gens ils viennent, ah mais c'est Patoche, et du coup ils leur parlent, et du coup c'est cool parce que c'est plus du tout un invisible. C'est plus cette personne devant qui on passe 10 fois et à qui on donne même pas un sourire. Là maintenant les gens ils l'arrêtent, ils disent, mais c'est toi Patoche. La dernière fois on avait été faire les courses ensemble et il y a une jeune fille qui vient et qui me dit, mais attends, c'est toi Oli, c'est toi des réseaux sociaux? Donc je dis oui, machin, il y a des Monday avec moi, etc. Et lui dit, et moi c'est Patoche. Moi c'est Patoche là dans les vidéos. Et du coup genre en vrai j'avais un peu peur au début. Je voulais pas le faire sans son accord, etc. Donc on a parlé. Je me suis vraiment j'ai voulu qu'il comprenne le principe, l'étendue des réseaux. Exactement. Pourquoi il est chez toi, Patoche? On n'est pas allé au bout de cette idée, justement. Parce que du coup, donc Patoche a refusé cet appartement. Moi, j'étais au bout de ma vie, qu'on se le dise. Après ça, je me suis dit, mais en fait, c'est son choix. Donc moi, c'est comme ça, en fait. Il veut aller à la rue, il ira à la rue. Je veux pas l'infantiliser, je suis pas sa mère, je fais rien. Et du coup, je l'ai laissé retourner à la rue. Il est retombé vraiment dans ses addictions très fort. Et là, en fait, il y a l'hiver qui est arrivé. Et en fait, moi, je ne peux pas supporter le fait qu'il est à la rue, sachant que l'année passée, donc il y a 1 an tout pile, il a failli mourir chez moi, en fait. Et donc, expliqué dans la vidéo. Et donc, je me suis dit, en fait, je peux pas supporter le fait que là, demain, parce qu'en fait, maintenant, je suis sa personne de confiance. Donc, il se passe quoi que ce soit, on m'appelle moi, parce qu'il a plus de famille. Ouais, qu'on t'appelle pour te dire qu'il lui est arrivé quelque chose. C'est pas possible. Je peux pas. Et en fait, je me suis dit, et puis, merde, en fait, je m'en fous. Je m'en fous de ce que les gens peuvent dire, parce que maintenant, les gens, ils sont à fond. J'ai un syndrome du sauveur. Je me dis, mais je m'en fous, en fait, de ce que les gens peuvent dire. Je m'en fous que c'est son choix à la rue et que c'est pas cohérent, que, en fait, il veut venir chez moi, mais que chez moi, il est bien. Je m'en fous. En fait, je pense que après 23 ans à la rue, il n'y a pas de raison, en fait, il n'y a pas de rationalité à certains choix. Je pense que c'est une rationalité que nous, on peut pas comprendre. Et il n'y a pas à essayer de chercher pourquoi, machin. Je me suis dit, non, tant pis. Voilà, cette ravissante jeune femme qui était une de tes très très bonnes amies et qui a eu un accident, c'était quand? Elle est décédée le 2 mars. Ouais. Faut pas que je pleure. En fait, c'est récent et... Oui, c'est très récent. C'est très récent. Et en fait, elle est... c'est quelqu'un en fait, avec qui j'étais engagée depuis très longtemps. Donc, c'est devenu une amie à travers un engagement dans une association. Qu'est-ce qui lui est arrivé à Justine? En fait, après ses études, donc elle venait d'être diplômée, et après ses études, en fait, elle voulait découvrir le monde, et elle est partie en Argentine. Et en fait, ils ont pris une voiture avec son ami, et une voiture en face les a percutés de plein fouet. Et elle est décédée. Alors, elle n'est pas décédée tout de suite, c'est-à-dire que de base, il y avait beaucoup d'espoir. Le seul stress de base, c'était qu'en fait, sa colonne, sa L1 était déplacée, donc il y avait des risques de paralysie. C'était ça le stress. Mais sa famille réfléchissait déjà à un centre de rééducation en Belgique. Enfin, tout était prévu, c'était ça le stress. Et en fait, son état s'est dégradé assez vite, mais on avait l'espoir en fait. Pendant quelques jours, on a vraiment eu cet espoir.
qu'elle s'en sorte. Et en fait, elle a... Enfin, son corps a lâché, quoi. Son corps a lâché dû aux blessures qu'elle a eues. Et elle est décédée. Et tu as voulu donner un sens. J'ai bien compris quelle était la baseline de ta vie. Ouais. Dit, ça ne peut pas rester... Ben en fait, juste faut avant... faire quelque chose de ce drame. Juste avant de décéder, elle a envoyé un SMS à sa sœur en disant « Je veux m'engager pour le monde. Je veux faire quelque chose. Il faut qu'on fasse quelque chose pour avoir un impact, pour un tant soit peu changer ce monde-là. Je suis sûre de moi. Maintenant, c'est ce que je veux faire à mon retour en Belgique. » C'est ce qu'elle a dit dans son message. Et du coup, sa famille, en fait, a mis en place... pour donner un sens finalement à ce qu'il y a de plus injuste dans le monde, la perte d'un enfant, de créer une maternité, parce qu'elle était très 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 engagée auprès des femmes, et d'ériger une maternité en son hommage dans un pays dans lequel elle était très engagée, le Burkina Faso. Et en fait, je me suis dit, il faut que, en fait, de nouveau, que tu la soutiennes. Avec les réseaux, j'ai cette possibilité d'aider, mais surtout en fait d'aider sa famille à faire leur deuil plus rapidement, parce que je sais que je peux récolter de l'argent plus rapidement que eux. Je comprends. Et de pouvoir les aider à faire un deuil qui soit rapide plutôt que à chaque fois voilà. Et donc j'ai décidé de... J'entends ce que tu dis, Voilà. c'est-à-dire juste de les soutenir. D'essayer d'avoir un projet Voilà. qui soit activement Ouais. et le plus rapidement possible en place. Concret, voilà, et que concret. ça devienne le plus C'est concret ça. possible pour que ça apaise leur Exactement. cœur et dans leur projet. Et c'est ce que tu as fait. Ouais, du coup, j'ai fait Paris-Bruxelles en vélo Ouais. avec Mondé. Ouais. Et pour elle. Et je suis très contente parce qu'on a réussi à avoir 15 000 euros en 5 jours. Donc je suis très contente. Et j'ai parlé d'elle à toutes les personnes que je rencontrais sur le chemin. Je lui ai parlé aussi beaucoup, parce que c'est des moments où on est très seul finalement, on roule à vélo et on est seul. Je lui ai beaucoup parlé et ça m'a honnêtement aidé aussi à faire mon deuil. Beaucoup. Parce que toi, on te dit que t'es Oli des réseaux sociaux. Vous êtes, quand Moi, on t'arrête, on te dit quoi, Moi toi je suis Oli et Mondé. Toi, t'es Oli. Attends, c'est toi Oli et Mondé? Ouais, c'est moi Oli et Mondé. Ça fait quoi quand on te reconnaît aujourd'hui? C'est bizarre parce que je me sens toujours pas légitime de tout ça, donc je suis très mal à l'aise. Mais j'ai de la chance que, en fait, quand on me parle dans la rue ou quand on me reconnaît, c'est tout de suite pour parler de ce que je fais. Et donc, en fait, je suis beaucoup plus à l'aise avec le fait que on discute de la vie, en fait, de projets de vie, des choses qu'on a envie de changer mutuellement dans le monde, plutôt que de me dire ah juste Théolie et Mondé, point barre. J'aime bien parce que tout de suite, en fait, ah comment il va Patoche? Parce qu'aujourd'hui, tu en vis. Ouais, mais en fait, c'est récent. Enfin, la décision d'en vivre, elle est récente parce que là, en fait, j'ai été diplômée de Sciences Po, mais là, cet été, en fait. Et c'est après ça que je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Bah ouais, parce que ça rapporte d'être sur TikTok. Ouais, mais donc, moi, je suis pas rémunérée. T'es pas sur YouTube, hein. Toi, Non. t'es sur TikTok. TikTok et Instagram, mais je ne suis pas rémunérée par TikTok parce que je suis belge. Et donc, je n'ai pas la rémunération. Ah, c'est injuste. Ouais, bien sûr. Mais surtout que là, en fait, moi, je le trouvais pas injuste pour moi. Enfin, oui, ok, tout travail mérite salaire, etc. Mais moi, je trouvais ça injuste parce qu'en fait, toutes les vidéos de Patoche, elles ont généré énormément de vues et donc énormément d'argent. Dont en fait, il aurait pu bénéficier. Et donc, on aurait pu avoir Ouais. genre 20 000 euros en plus pour cette cagnotte. Donc aujourd'hui, tu gagnes comment ta vie? Avec des collaborations. D'accord. Et c'est tout. Voilà. Et tu aimes ça, en faire des collaborations? Oui, C'est-à-dire mais que ça va devenir vraiment ton métier, être créatrice de contenu et en vivre grâce à de la pub ou de la collaboration. justement, en fait, j'en vis en mode bien. J'en vis pas comme on voit et on est un peu dans un espèce de fantasme des influenceurs qui ont des sommes exorbitantes, mais je me plains pas. J'en vis, mais j'ai pas les salaires des gros influenceurs parce que j'essaye en fait de vraiment décider et réduire au maximum les collabs que je fais parce que j'ai pas envie que ça cannibalise le contenu plus associatif et qu'on fait en fait. Oui, je comprends. Et aujourd'hui, t'as pas de chaîne YouTube? Non. T'as envie d'en faire une? J'avais fait des shorts parce qu'en fait justement vu que TikTok ne rémunéra pas, je me suis dit on va faire des shorts sur YouTube. Mais ouais, là je pense qu'on va vite passer. En fait pour moi je pense que c'est le next step. Je pense que j'ai toujours été dans un truc. Non mais moi je suis pas influenceuse en fait. Moi je fais mes études, c'est un truc sur le côté.
Et là, en fait, j'ai dû faire un choix de Donc là, dire... donc maintenant, tu veux que ça devienne ton métier. Maintenant, c'est ce que je fais. Donc, il faut professionnaliser tout ça, ne serait-ce que pour gagner de l'argent et pour en vivre. Exactement. Et pour aussi faire des choses pour toutes les associations que tu soutiens et faire du concret. Exactement. Parce qu'aujourd'hui, t'es sur un projet extrêmement concret. Ça, j'ai pu le voir sur les réseaux, où tu allies pas tes deux passions, mais les deux des abandonnés de la vie. Les deux, voilà, les invisibles. Explique-moi ce que c'est que ce projet. Alors, donc ça s'appellera la demeure Monday, parce qu'en fait, finalement, le lien avec Patoche, il a été créé à travers Monday. Comme je le dis dans la vidéo, c'est pas moi qui ai été naturellement vers lui, c'est Monday qui, en sortant de la bouche de métro, a été directement sur Patoche, et il y a une connexion qui s'est créée, et là, on a créé quelque chose. Et en fait, j'ai vu que Patoche, il s'est vraiment attaché à moi à travers Monday. Il m'a fait confiance à travers Monday. Et je me suis dit, mais en fait, il faut qu'on fasse quelque chose avec les deux. Et en fait, vu que sur les réseaux, je parle de sans-abrisme et de protection animale, à chaque fois, les gens ils me disaient, putain, il faut trop que tu crées ton association pour aider les personnes sans abri. Créer le lien à travers les animaux et le contact avec les sans-abri. Et de l'autre côté, les gens me disaient, ah, mais du coup, il faut trop que tu fasses ton refuge. Et moi, je me suis dit, mais pourquoi choisir l'un ou l'autre quand finalement on peut fusionner les deux et que ça aura d'autant plus d'impact, à mon sens. Et du coup, voilà. Et du coup, j'ai ce projet dans la tête depuis longtemps, sauf que je me suis dit, c'est un projet qui n'est pas rentable. Donc, il faut beaucoup d'argent. Donc, c'est un lieu dans lequel, très concrètement... Donc, en gros, la demeure Monday, ce sera un lieu dans lequel des personnes fraîchement à la rue, donc sans abri, se retrouveront et cohabiteront avec des chiens eux aussi abandonnés. Et en fait, la réinsertion sociale, elle va se faire à travers les chiens et à travers le fait de s'occuper de ces chiens-là. Les animaux. Et ces chiens-là seront à l'adoption aussi. Ouais, c'est un cercle extrêmement vertueux. Et là, pour l'instant, il faut beaucoup d'argent. Donc, tu es en train de réunir ces sommes-là pour pouvoir lancer officiellement ce projet. Exactement. Donc là, on a lancé un calendrier, par exemple, de Olivier Monday, dont 30% va être reversé à la demeure Monday. On est en contact avec plein de marques. Quand tu dis c'est qui on? Bah du coup, en fait, je me suis dit, je peux pas faire ça seule. Bah non, c'est pour ça. Ouais. Et donc, je suis marraine de l'association YouCare. Donc c'est une association de protection animale. Et en fait, je me suis dit, un soir, à 23h, en mangeant un Pokéball, j'ai regardé Thomas, donc le président de YouCare, et je lui ai dit, faut qu'on fasse ça. Et je lui parle du projet. Et au début, dans ma tête, il allait me dire, ouais, mais Molly, calme-toi. On se calme. Et il m'a regardé, il m'a dit, ouais, on va le faire. Ouais, on va le faire. Tu sais qu'on termine Safe Zone et tu vas me délivrer maintenant, je sais pas si j'ai envie de te faire dire ça, mais une petite anecdote, un truc un peu honteux que tu vas laisser ici comme un bagage un peu trop lourd que tu laisses ici. Et moi, je vais officiellement t'absoudre de ce... Mais Monday, t'es où en fait? Parce que le honteux est un traître, puisqu'il est en train de faire des câlins à Betty depuis tout à l'heure. Monday, viens voir maman. Saute, parce qu'on va raconter la honte là. Viens, saute, descends, viens mon cœur. Viens, ici, et voilà. C'est un relou. Fils indigne, hein. Fils indigne, ouais. Toujours comme ça. Regarde ici, qu'est-ce qu'il y a là? Là, avance. Oui. Ouais, doucement, mais sûrement. Doucement. Ah. Alors. Oui. Monday, parce qu'en fait, Monday, c'est beaucoup d'amour, c'est beaucoup de belles choses, mais c'est beaucoup de situations honteuses. Il me met dans l'embarras, hein, parfois. C'est vrai. Alors, entre ces proutes et ces caca, parce que oui, en fait, ça va parler de proutes et de caca, en fait. Hein. Ah merde, ah zut. Je relève pas trop. D'accord, ok, le niveau, hein. Donc, on était quand même sur quelque chose d'un peu joli et de spirituel. Là, on redescend au ras des pâquerettes. En fait, c'est pour ça que je suis en train de me dire, est-ce que je changerais peut-être pas ma petite anecdote? Tu sais quoi, on la tente. Et puis vraiment, si je te dis que j'assume pas moi, on trouve autre chose. On trouve autre chose. Mais en gros, donc moi, j'étais fort entre Paris et Bruxelles. Donc, je prenais tout le temps le train. Monday, faut savoir, il faut pas le presser, en fait, quand il doit faire caca. Donc, je lui dis, Monday, s'il te plaît, on va rater notre train. Bam! Il fait vite. Il fait caca. C'est un détail très important. Il le fait. Je cours pour attraper mon train, donc le métro. Je cours, et là, je vois plus de Monday. Je vois plus. Et là, je le vois dans les escaliers avec, vous voyez, heure de pointe de tous les Parisiens dans le truc. En train de faire caca, en plein milieu de l'escalier devant tout le monde. Moi, j'assume pas. J'avoue. Les gens dans les commentaires, ils vont dire, ah, Oli, j'assume pas. Genre, tu dis que c'est pas ton chien. Non, c'est pas mon chien. Mais c'est pas bien. Donc, je me cache derrière les machines pour de petites friandises, là, de bouteilles et tout machin. Je me cache derrière. J'attends que les gens passent, etc.
Monday arrive. Monday me cherche, évidemment. Bah, évidemment. Monday vient vers moi. Donc moi, je pars à une autre. Je me cache. C'est pas mon chien. ton chien. C'est pas mon chien. Ensuite, bim. Dès que les portes s'ouvrent, je cours dans le métro. Monday court. Là, voilà, il y a plus de témoins. Ils savent plus que c'est Monday qui a fait caca, ils peuvent pas faire le lien. Le truc continue, mais c'est pas fini. Je vais dans mon train. Et là, je suis à côté, donc, d'un monsieur. Déjà, je vois que le monsieur n'aime pas les chiens. En fait, je le ressens. On le ressent. Et là, Monday fait un giga prout à côté de ce monsieur. Et je comprends que ce monsieur est vraiment quelqu'un d'important, en fait. Je vois, il a des papiers, un peu du gouvernement, etc. Donc là, je sors ma carte de Sciences Po. Je la mets sur le truc juste pour dire... C'était dans le métro? Non, dans le train. Là. Ah, le train. Parce que j'étais sur Jean Castex, moi. Ah oui, mais on n'était pas loin. On n'était pas loin. Ouais, ça aurait pu. Je mets ma petite carte Sciences Po pour dire, je suis pas juste une meuf qui a un chien qui pète. Je suis un stage, peut-être. Je mets à côté. Et là, en fait, normalement, les gens, ils sont pas contents, mais ils vont pas le montrer. Genre, il y a un truc un peu social comme ça on montre pas trop on montre pas son mécontentement. Et là, Monday répète, et il me regarde, il me dit, mais c'est pas possible, ça. C'est pas possible. Je me dis, ok, je suis vraiment désolée, etc. Donc, je fais genre, je dors. Ouais. Ah oui, t'es vraiment une lâcheuse. Donc, je sens le paix, etc. Mais je suis là, à la vitre. Et je me réveille. Et là, je vois qu'il écrit un message à sa femme. Elle lui dit, comment ça se passe et tout. Ça va, mais il y a un chien qui s'est lâché à côté de moi. Je me dis, c'est pas possible. Bon, c'est bon, on rentre. Je prends le taxi. Fini encore? Et là, la troisième. Je prends le taxi. Il faut savoir que moi, quand je prends le taxi, les taxis ne m'acceptent pas avec Monday. Donc, je le mets dans son sac. Je le ferme. C'est un sac fait exprès. Hein. Je le mets dans son sac. Et en fait, les taximens, ils voient pas que c'est un chien. Ils savent pas. Ok. Bah, maintenant, ils vont savoir. Je suis dans le taxi et là, il répète. Et là, je me dis, mais il va croire que c'est moi. Je me dis, là, c'est horrible. Je suis pas très fière de cette fin et en même temps, je la trouve drôle. Je me dis, mais qu'est-ce que je fais? Il va croire que c'est moi qui ai pété. Et donc, je me dis, qu'est-ce que je fais? Je lui dis qu'il y a un chien, il va pas être content. Je lui dis, donc voilà, tant pis, j'ai pas dit. T'as pas dit? Et tu sens qu'il t'a regardé dans le rétroviseur? Ouais, il a ouvert la fenêtre. Ça... C'est trop gênant. Ça, c'est gênant. C'est horrible. C'est horrible. Mais plus jamais, en fait. Ça, c'est un vrai moment de solitude. Là, il fait genre, il dort. Ouais, non, je pense qu'il est un peu gêné, en fait. Il se planque, hein. C'est horrible. Il se planque, hein. Voilà. Bon, lui, il a le droit de te faire des câlins, lui. Moi, je sais que t'es pas tactile. Du coup, j'ai quand même le droit ou pas? Bien sûr. Merci beaucoup. Merci à toi. Là, c'est horrible, par exemple? Non. Non, mais t'as le droit de souffrir, là, par exemple. Non, pas du tout. C'est réconfortant. Merci beaucoup. Ah, tu sais qu'on doit terminer, on va faire une photo toutes les deux. Ah. Attends, peut-être qu'on va prendre Oui, Monday bien parce sûr. qu'il faut qu'il soit là quand même sur la photo. Du coup, je vais faire. Oh. On se voit. J'adore. Trop bien. Trop bien. Bah, j'espère qu'elle est Bravo, bonne. bébé. Est-ce que tu as passé un bon moment? Très bon, dit-elle après avoir pleuré. Non, pendant mais une en heure. fait, non, franchement, je suis très contente C'est vrai d'avoir fait ça avec toi. Eh ben, on va dire au revoir, du coup, à tous les Monday, Monday saute. possibles. Viens. Vas-y. Bah, il sautera pas jusque-là, Si, c'est sauté. Il s'est sauté. Oh, il est Regarde. formidable. Là, Vas-y, s'il le Monday. fait pas, Non, regarde ça, toutes c'est les la caméras, honte. là. Monday, s'il te plaît. Et saute. Oh là 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 là. Donc, il dit bonjour, au revoir. Bisous. Voilà, abonnez-vous à la chaîne et on se retrouve bientôt pour une nouvelle Safe On Zone. s'abonne à Safe Zone. Merci beaucoup. Merci Oli, merci beaucoup. Merci. Et salut bonhomme. Thank you.